L'histoire du Burkina Faso est un appel à l'action, un appel à ne pas se contenter de regarder l'histoire se faire, mais à en faire partie. Si vous croyez que l'Afrique peut et doit prendre le contrôle de son destin, alors il est temps de participer à ce mouvement. Le silence du Burkina Faso, qui a fait trembler les puissances mondiales, nous rappelle une vérité universelle. Il n'est jamais trop tard pour revendiquer son espace, son avenir et sa dignité. Quel rôle allez-vous jouer dans cette histoire? Que ce soit par la sensibilisation, l'innovation technologique ou en soutenant la souveraineté de nos nations, chaque action compte. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que ce moment ne soit pas une exception, mais le début d'une nouvelle ère pour l'Afrique. Le Burkina Faso, une nation souvent ignorée par le monde extérieur, était sur le point de prouver qu'une nation pouvait se défendre, même dans l'ombre. Ibrahim Traoré, l'homme derrière cette résistance, comprenait une vérité fondamentale. La souveraineté n'est pas un privilège accordé par les puissants, mais un droit que chaque nation doit défendre. Ces actions allaient remettre en question la manière dont l'Afrique était perçue et traitée sur la scène internationale. L'enjeu était plus grand qu'une simple bataille militaire. Il s'agissait de restaurer la dignité d'un peuple longtemps sous surveillance et contrôle. Mais la véritable question se posait. Le Burkina Faso, avec ses ressources limitées, allait-il réussir à renverser l'ordre établi ou serait-il écrasé sous la pression de puissances étrangères? Ibrahim Traoré savait que cette nuit, le monde entier serait témoin d'une transformation, pas seulement pour son pays, mais pour tout le continent africain. Tout avait commencé comme un murmure dans le vent. Au cœur du Sahel, dans les vastes étendues de terre arides du Burkina Faso, les premiers signes de ce qui allait devenir une révolte silencieuse s'étaient manifestés par un bourdonnement étrange. D'abord ignoré, puis observé avec méfiance, ce son comme un souffle lointain s'intensifiait chaque nuit. Les habitants des villages du Nord, habitués aux bruits d'eau du vent du désert, commencèrent à remarquer une récurrence étrange. Les fermiers en parlaient comme d'un présage, mais peu comprenaient la véritable portée de ce phénomène. Les patrouilles militaires faisaient des rapports sur de mystérieuses lumières dans le ciel, parfois clignotantes, parfois stables, mais toujours au même moment, et toujours en provenance de l'horizon du Sahel. Mais, à la capitale, personne ne semblait prendre au sérieux ces alertes. C'est à ce moment qu'Ibrahim Traoré, conscient des subtilités géopolitiques, a compris qu'il ne pouvait pas ignorer ces indices. Le bourdonnement n'était pas simplement un phénomène naturel, c'était un signe. Ce bruit n'était pas du vent, mais le son des machines invisibles, des drones étrangers qui commençaient à pénétrer l'espace aérien du pays. Ils survolaient le territoire, enregistrant et surveillant les zones sensibles, particulièrement celles qui étaient riches en minéraux, un bien précieux convoité par de nombreuses puissances étrangères. Mais pourquoi cette observation était-elle si insidieuse? Parce que ces drones n'étaient pas simplement là pour surveiller, ils étaient là pour préparer une intervention. Traoré savait que pour sa nation, le danger n'était pas seulement extérieur, mais venait aussi des faux alliés, qui soutenaient des entreprises minières étrangères sans se soucier des besoins et des droits du peuple burkinabé. Le défi d'Ibrahim Traoré était alors de montrer que même un petit pays, avec des ressources limitées, pouvait se défendre contre de telles incursions. Cette nuit-là, il comprit qu'il n'était plus simplement question de repousser une menace. Il s'agissait de réécrire les règles de la souveraineté, de défier l'idée que l'Afrique ne pouvait pas se défendre seule. Ibrahim Traoré, figure centrale de ce bouleversement, n'était pas un homme qui cherchait la gloire ou l'attention. Né dans la modestie, il avait grandi avec une compréhension profonde de ce que signifiait être un peuple opprimé, une nation sous la pression constante des puissances extérieures. Son éducation, bien qu'informelle, avait été façonnée par l'histoire du Burkina Faso, un pays ayant connu de multiples révolutions, mais jamais de réelle victoire sur la scène mondiale. Cependant, Traoré était convaincu que la véritable force résidait dans la résistance silencieuse et intelligente. Au début, son approche n'était pas celle d'un soldat, c'était celle d'un stratège,
Il écoutait, observait et analysait chaque indice. Il savait que la guerre moderne ne se menait plus seulement sur les champs de bataille, mais aussi dans l'espace aérien, dans les communications et dans l'information. Lorsqu'il reçut les premiers rapports de surveillance aérienne suspecte, il ne paniqua pas. Au contraire, il vit une opportunité, une occasion de démontrer la résilience de son pays. Ses décisions furent méthodiques, fondées sur des preuves et non sur des hypothèses ou des rumeurs. L'impact de ses premières actions fut immédiat. Les drones étrangers, qui jusque-là semblaient invincibles, étaient désormais une menace ciblée. Grâce à son expertise et à son approche pragmatique, Traoré ordonna des mesures de sécurité renforcées, tout en réorganisant l'infrastructure militaire du pays. Les militaires burkinabés commencèrent à adopter une nouvelle attitude, celle de la vigilance, non plus en tant qu'observateurs passifs de leur destin, mais comme acteurs de leur propre sécurité. Ce fut un tournant. Traoré n'avait pas encore affronté directement l'ennemi, mais il avait déjà réussi à instiller un sentiment de responsabilité nationale et une conscience collective que le Burkina Faso n'était plus une cible facile. La tension monta lentement, presque imperceptiblement, jusqu'à ce que le moment critique soit enfin atteint. Les nuits étaient de plus en plus agitées. Le bourdonnement mystérieux, qui semblait autrefois anodin, s'était intensifié. Chaque nuit, les patrouilles militaires avaient repéré de nouvelles irrégularités dans le ciel. Les rapports avaient commencé à se multiplier, indiquant que les drones, désormais plus nombreux, se rapprochaient des zones sensibles. Mais ce qui frappait le plus, c'était la régularité de ces survols. Les drones ne se contentaient plus de voler au-dessus du pays. Ils suivaient des trajectoires précises, enregistrant systématiquement les installations militaires, les sites miniers et les points stratégiques. Leur mouvement était devenu une routine que le commandement militaire du Burkina Faso, sous l'impulsion de Traoré, décida de briser. Traoré, conscient des limites de son propre arsenal, comprenait qu'une confrontation directe avec des drones sophistiqués et invisibles aux radars traditionnels serait suicidaire. Mais il avait une autre idée, l'idée de riposter, non pas avec des armes classiques, mais avec une nouvelle forme de guerre, une guerre de l'information et de l'adaptation technologique. Il ordonna à ses ingénieurs de recalibrer tous les équipements de surveillance disponibles, de rediriger les ressources vers une stratégie de surveillance intensive et de modifier les fréquences des radars de manière à capter les signaux émis par ces appareils invisibles. Les premières nuits furent décisives. Les militaires burkinabés, formés pour écouter les sons du désert, commencèrent à distinguer des signaux faibles, presque inaudibles, que les drones laissaient derrière eux. Chaque signal devenait un indice, chaque mouvement une opportunité de mieux comprendre l'ennemi. Au fur et à mesure que les données étaient collectées, une image plus claire de la stratégie des drones émergeait. Traoré était un maître dans l'art de la patience, et il savait que la victoire ne viendrait pas de la précipitation. Il fallait d'abord comprendre l'ennemi, puis frapper au moment opportun. Le premier contact se produisit une nuit, lorsque les radars modifiés captèrent un drone étranger entrant dans l'espace aérien du Burkina Faso. L'équipage, nerveux mais déterminé, attendit que le drone se rapproche de la zone stratégique qu'ils avaient identifiée. Une fois dans le périmètre, l'ordre de tir fut donné. Le missile fusa dans l'air, frappant le drone avec une précision inouïe. L'explosion fut brutale, et le silence qui suivit, lourd de sens. Ce n'était pas seulement un drone abattu, mais un message fort envoyé au monde entier. Le Burkina Faso n'était plus une cible facile. Les jours suivants furent marqués par une montée en puissance de la riposte. 2 autres drones furent abattus dans des conditions similaires. Le message de Traoré était désormais clair. Son pays, malgré sa faible capacité technologique, avait appris à regarder en arrière, à répondre à l'invisible. Les puissances occidentales, habituées à observer l'Afrique sans jamais être vues, se trouvaient confrontées à un ennemi inattendu. Les réactions internationales furent immédiates, mais mesurées.
Les gouvernements européens, inquiets de la situation, firent part de leur étonnement et demandèrent des explications. Les États-Unis, quant à eux, envoyèrent des agents de renseignement sur place pour évaluer les capacités militaires du Burkina Faso. Mais il était déjà trop tard. Ibrahim Traoré et son équipe avaient anticipé la menace, avaient pris les devants. Ils avaient prouvé au monde que même une nation aussi modeste que le Burkina Faso pouvait faire reculer une puissance technologique supérieure par la ruse et la détermination. Les semaines suivantes virent un changement radical dans la dynamique du Sahel. Ce n'était plus l'Occident qui regardait l'Afrique, mais l'Afrique qui se tenait prête à défendre son ciel, ses terres et son peuple. Ce fut le début d'une nouvelle ère pour le continent, une ère où les petites nations pouvaient et allaient renverser les attentes. Les résultats de la stratégie d'Ibrahim Traoré ne se firent pas attendre. En l'espace de quelques semaines, les statistiques commencèrent à témoigner de l'efficacité de ces mesures. 3 drones étrangers avaient été abattus, chacun avec une précision remarquable. Mais au-delà des chiffres bruts, ces résultats avaient une portée bien plus large. Les capacités de défense du Burkina Faso, bien qu'encore limitées, étaient désormais capables de contrer une menace hautement sophistiquée. Pour la première fois, le pays pouvait se défendre contre des technologies avancées, non pas en utilisant des moyens conventionnels, mais en adaptant ses propres infrastructures et en faisant preuve d'une grande inventivité. Les chiffres étaient là pour prouver le succès. Le premier abattage de drones, survenu à une altitude de 2500 mètres, avait montré que le radar modifié du Burkina Faso pouvait détecter des objets volants à des altitudes bien supérieures à ce que l'on pensait possible. La portée des radars, après recalibrage, s'était étendue de 30% par rapport à la norme, permettant une surveillance en temps réel de zones sensibles jusque-là inaccessibles. De plus, les données recueillies par les équipes de Traoré démontrèrent une récurrence étonnante dans les trajectoires des drones ennemis. Les intrus volaient toujours à des vitesses similaires, entre 250 et 300 km/h, avec une précision géographique digne des plus grands systèmes de surveillance militaire. Cela offrait une opportunité unique. En comprenant les habitudes des drones, les militaires burkinabés pouvaient anticiper leur trajectoire et les neutraliser avant qu'ils ne remplissent leur mission. Les retours en temps réel, envoyés par les observateurs au sol, confirmaient également l'efficacité de cette méthode. Le nombre d'alertes sur les activités aériennes augmenta de 40% pendant les premières semaines, suivant la mise en place de la nouvelle stratégie. Et les résultats ne se limitaient pas aux drones abattus. Les informations recueillies, y compris les données sur les fréquences des signaux, donnèrent à l'équipe de Traoré un aperçu détaillé des technologies de surveillance utilisées par l'adversaire. Cependant, au-delà de ces chiffres, ce que Traoré comprit rapidement, c'était que la guerre ne se gagnait pas seulement avec des chiffres. Le véritable test de cette nouvelle capacité de défense viendrait des répercussions internationales. L'Occident, habitué à observer et contrôler les pays africains depuis des décennies, devait maintenant revoir sa position. Les grandes puissances militaires, surprises par la précision de ces frappes, commencèrent à évaluer sérieusement la capacité du Burkina Faso à contrer des opérations aériennes étrangères. Les rapports internes des services de renseignement des États-Unis et de l'Union européenne faisaient état de l'impact stratégique de ces opérations et de l'incertitude qui en découlait. Le taux de destruction des drones était impressionnant, 3 sur 3, soit un taux de réussite de 100%. Cette statistique, qui choqua le monde extérieur, ne faisait que renforcer la position de Traoré. Non seulement le Burkina Faso avait montré qu'il pouvait résister, mais il avait prouvé qu'un pays modeste, doté de peu de moyens, pouvait infliger des pertes à des puissances militaires bien plus grandes. La réussite de cette stratégie fut un signal fort à l'échelle mondiale, redéfinissant les rapports de force dans la région du Sahel.
En quelques semaines, le Burkina Faso n'était plus perçu comme un simple terrain de jeu géopolitique, mais comme une nation souveraine et capable de protéger son espace aérien et ses intérêts. L'impact de la stratégie de Traoré ne se limita pas à la destruction de drones ennemis. Au contraire, elle engendra une réaction en chaîne qui força les puissances internationales à réévaluer la dynamique géopolitique de la région. D'un côté, des analystes militaires et des experts de défense se demandèrent si la petite nation du Burkina Faso, en modifiant ses équipements, n'avait pas ouvert une nouvelle ère de défense pour les pays en développement. De l'autre côté, les puissances occidentales et leurs alliés se retrouvèrent dans une position délicate. On sait une nation pauvre, avec peu de ressources, avait mis en échec leur technologie de surveillance aérienne. Et ce, à un moment où ces mêmes technologies étaient même considérées comme invincibles. Ce paradoxe souleva une question cruciale. Comment une nation, dont le budget militaire était modeste, avait-elle pu non seulement détecter des drones militaires sophistiqués, mais aussi les abattre avec une telle précision? La réponse, pour certains, résidait dans l'ingéniosité et l'adaptabilité du Burkina Faso. En lieu et place de tenter de rivaliser sur le plan technologique avec les grandes puissances, Traoré avait choisi une autre voie, celle de l'innovation locale et de la résilience. Grâce à l'exploitation des ressources internes et à la formation d'une main-d'œuvre locale qualifiée, le pays avait transformé ses vulnérabilités en atouts. Au lieu de s'appuyer sur des systèmes d'armement sophistiqués qu'il n'avait pas, il avait misé sur la capacité de ses ingénieurs à détourner et recalibrer des technologies existantes, renforçant ainsi la capacité du pays à surveiller et à défendre son espace aérien. Mais cette approche ne faisait pas l'unanimité. Les critiques affirmaient que les capacités militaires du Burkina Faso ne seraient pas suffisantes pour mener une guerre prolongée contre des adversaires technologiquement supérieurs. D'autres soulignaient les risques d'escalade dans la région du Sahel, où de telles démonstrations de force pouvaient entraîner une intervention directe de puissances étrangères. Mais la contre-argumentation de Traoré était simple et stratégique. La véritable victoire ne résidait pas dans la guerre prolongée, mais dans la capacité de son pays à imposer des coûts et à rendre l'intervention étrangère plus complexe et risquée. En forçant les puissances étrangères à réévaluer leur stratégie, le Burkina Faso avait fait plus qu'assurer sa sécurité immédiate. Il avait donné un coup d'arrêt à la prétendue impunité géopolitique dans la région. Le message était clair. L'Afrique n'était plus un terrain de jeu pour les puissances extérieures. Cette idée, jusque-là impensable pour de nombreuses nations africaines, avait été incarnée par Traoré et sa capacité à utiliser l'ingéniosité locale pour se défendre. Non seulement il avait montré que la défense d'une nation n'était pas uniquement une question de force brute, mais qu'une nation pouvait résister sans s'abaisser à la soumission. Alors que le Burkina Faso continuait de se défendre contre les incursions aériennes, un retournement inattendu survint. Ce n'était plus une simple question de réagir à des drones ou de déjouer des stratégies extérieures. Le véritable changement résidait dans la manière dont le monde percevait désormais le Burkina Faso. Ce pays, souvent négligé, était en train de redéfinir son image sur la scène internationale. Et ce, non seulement en tant que victime des puissances étrangères, mais aussi en tant qu'acteur capable de remettre en question le statu quo géopolitique. Lors d'une réunion secrète des Nations Unies, des diplomates commencèrent à exprimer leur étonnement face à l'évolution rapide de la situation. Un petit pays comme le Burkina Faso avait réussi à désarmer les grands moyens de surveillance occidentaux, imposant ainsi un défi inédit aux puissances dominantes. Ce retournement avait un impact bien au-delà de la sphère militaire. Il annonçait un possible changement de paradigme dans la politique internationale, où les nations plus petites pourraient enfin revendiquer leur autonomie. Les discussions sur la souveraineté en Afrique prenaient un nouveau sens. Le Burkina Faso n'était plus un simple observateur de la géopolitique mondiale. Il en devenait un acteur déterminant. L'Afrique, pour la première fois, regardait son avenir sous un autre angle. La victoire militaire du Burkina Faso ne se limita pas à l'abattage de drones. Ce fut bien plus que cela.
Les effets immédiats furent ressentis à la fois sur le terrain, dans les salles de commandement et au sein de la population. La première conséquence tangible fut la montée en flèche du moral national. Le peuple burkinabé, longtemps habitué à vivre sous l'ombre des puissances étrangères, eut soudainement un sentiment de fierté inédite. Les agriculteurs, les bergers, les enseignants et les soldats prenaient conscience qu'ils étaient désormais capables de se défendre. L'image du pays, autrefois perçue comme une terre de surveillance passive, se transforma en celle d'une nation qui se tenait fermement sur ses pieds, prête à protéger son ciel et ses terres. Les répercussions se firent également sentir au niveau économique. Après l'intervention militaire réussie, de nombreuses entreprises étrangères opérant dans le pays commencèrent à reconsidérer leurs investissements. Les sociétés minières, particulièrement celles dont les intérêts avaient été menacés par la nouvelle posture défensive du pays, se retrouvèrent face à une réalité implacable. Le Burkina Faso n'était plus une terre de passage facile. Les investisseurs étrangers durent désormais négocier avec un pays qui avait prouvé qu'il était prêt à défendre ses ressources et sa souveraineté. Cela signifiait qu'un nouveau type de dialogue économique allait émerger, basé non seulement sur les ressources naturelles, mais aussi sur le respect des droits nationaux. Les gouvernements étrangers, en particulier ceux des puissances occidentales, commencèrent à ajuster leur approche diplomatique avec le Burkina Faso. L'intervention militaire du pays, bien que ponctuelle, montra qu'une nation, même avec des ressources limitées, pouvait infliger des pertes et influer sur la perception des puissances mondiales. Le Burkina Faso devint un symbole de la résilience des nations africaines et un exemple de la manière dont un pays pouvait défendre sa souveraineté sans se soumettre aux attentes internationales. Sur le plan régional, l'impact était tout aussi significatif. L'Afrique de l'Ouest, qui avait toujours été sous l'influence d'alliances militaires extérieures, commença à envisager des modèles alternatifs de défense. D'autres pays africains observaient attentivement les événements au Burkina Faso, et l'exemple de Traoré donna naissance à des discussions sur l'autodéfense, l'autosuffisance et la résilience face aux menaces extérieures. Le message était clair. L'Afrique n'était plus seulement un observateur de sa propre histoire, mais une actrice active, capable de prendre en main son destin. La communauté internationale, bien que surprise par l'efficacité du Burkina Faso, commença à réévaluer ses stratégies de surveillance et d'intervention en Afrique. Les grandes puissances militaires, qui pensaient pouvoir opérer en toute impunité, se rendirent compte que leur contrôle aérien de l'Afrique, en particulier du Sahel, était désormais menacé par des pays qui commençaient à se doter des outils nécessaires pour se défendre. Ainsi, la victoire du Burkina Faso, bien que modeste dans son ampleur, eut des répercussions profondes, et la nation de Traoré devint un symbole de changement, non seulement pour l'Afrique, mais pour la manière dont le monde perçoit désormais les petites nations dans le cadre de la politique internationale. Les prochains mois après la victoire du Burkina Faso sur les drones étrangers s'annonçaient cruciaux, non seulement pour la nation elle-même, mais aussi pour l'ensemble de la région du Sahel. 3 scénarios principaux se dessinaient, chacun avec ses propres implications et conséquences pour l'avenir du Burkina Faso et de l'Afrique en général. Dans le premier scénario, celui de la victoire régionale et du scénario optimiste, l'exemple du Burkina Faso servirait de modèle pour d'autres nations africaines. Les pays voisins, inspirés par le courage et l'ingéniosité de Traoré, commenceraient à adopter des stratégies similaires, renforçant ainsi leur capacité de défense locale. Une coopération régionale plus étroite se développerait, permettant aux nations du Sahel de mutualiser leurs ressources et de créer une alliance défensive indépendante. Le soutien populaire pour cette nouvelle approche de souveraineté augmenterait, et l'Afrique commencerait à voir des résultats concrets en matière de sécurité et d'autodétermination. À l'échelle internationale, l'Afrique serait perçue comme une région plus forte et plus unie, capable de défendre ses propres intérêts sans se soumettre à des puissances extérieures. Cependant, dans le deuxième scénario,
celui de l'isolement et des pressions diplomatiques, et donc du scénario pessimiste, ce n'était pas sans risque. Les grandes puissances, en particulier les États-Unis et l'Union européenne, pourraient voir d'un mauvais œil l'affirmation de la souveraineté du Burkina Faso. Elles pourraient mettre en place des sanctions économiques ou adopter une position plus hostile à l'égard du pays, cherchant à limiter son influence dans la région. Ce scénario pourrait entraîner un isolement diplomatique du Burkina Faso, renforçant les tensions avec les puissances occidentales. La pression internationale pourrait aussi exacerber les défis économiques internes du pays, et le gouvernement de Traoré pourrait se retrouver dans une position où il faudrait choisir entre continuer sur la voie de l'indépendance ou céder aux pressions extérieures. Enfin, dans le troisième scénario, celui de la montée en puissance de nouvelles technologies africaines et du scénario équilibré, un autre chemin plus équilibré envisagerait l'émergence de nouvelles technologies africaines en réponse à la pression internationale. En réponse à la démonstration de force du Burkina Faso, plusieurs nations africaines commenceraient à investir massivement dans l'innovation technologique, cherchant à développer leurs propres capacités de surveillance et de défense. Des partenariats régionaux seraient mis en place pour créer des réseaux de sécurité mutuelle, tout en soutenant le développement d'infrastructures militaires locales. Cette montée en puissance technologique ne signifierait pas seulement une indépendance accrue sur le plan militaire, mais aussi une évolution vers un modèle économique et industriel plus autonome pour l'Afrique. Le continent pourrait alors devenir un pôle de recherche et d'innovation, prêt à défier les préjugés et à redéfinir son avenir. Chacun de ces scénarios présente des défis, mais aussi des opportunités. Le Burkina Faso, par sa résilience et son ingéniosité, pourrait être à la tête d'un changement fondamental dans la manière dont l'Afrique perçoit et protège sa souveraineté. Toutefois, les décisions prises dans les mois à venir détermineront si ce changement sera durable ou s'il se heurtera à des obstacles insurmontables. L'histoire de la victoire du Burkina Faso sur les drones étrangers n'est pas seulement un récit militaire. C'est une leçon de résilience, de courage et de dignité. Pour les Burkinabés, cela représente bien plus que la simple défense de leur espace aérien. C'est un acte symbolique de résistance contre l'ingérence extérieure et une déclaration de souveraineté. Mais cette histoire résonne bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Elle touche les cœurs et les esprits de toutes les nations africaines, et même au-delà, en particulier celles qui se sentent souvent marginalisées ou contrôlées par des puissances extérieures. Cette victoire a fait comprendre à chaque citoyen que la souveraineté n'est pas un droit que l'on accorde, mais quelque chose que l'on défend activement. Dans chaque village, chaque quartier, l'idée que leur pays pouvait se défendre contre des technologies militaires avancées a redonné un sens à l'espoir. Le peuple burkinabé, qui avait vécu dans l'ombre de puissances extérieures, a vu un exemple puissant de ce que cela signifie être maître de son destin. Ils n'étaient plus des spectateurs passifs du jeu géopolitique mondial, n'un des acteurs principaux. Les jeunes, en particulier, ont trouvé dans cette histoire un modèle de détermination. Ils ont vu qu'il ne fallait pas nécessairement des ressources colossales ou des armées puissantes pour se défendre, mais la volonté, l'ingéniosité et la solidarité nationale. Pour eux, cette victoire n'était pas qu'une victoire militaire. C'était la preuve que l'Afrique pouvait se lever et revendiquer son droit à l'autodétermination, à l'indépendance et au respect. Cela doit inspirer non seulement les Burkinabés, mais aussi tous ceux qui se battent pour un avenir où ils sont libres de choisir leur voie, sans être dictés par l'extérieur.